Bonjour à tous. On va commencer parce que il y a beaucoup de questions. Donc cette session qui est sur les RPC sur l'hyperémèse, nausée et hyperémèse gravidique. Donc je déclare que ne pas avoir de conflit d'intérêt, mais je crois qu'aucune personne du groupe n'a de conflit d'intérêt sur ce sujet. Juste pour vous dire, mais pour ceux qui sont là depuis hier et qui viennent, donc on est toujours le même groupe de coordination avec Thomas et Loïc. Le président de cette RPC, c'était Philippe Deruel, qui est gynéco-obstétricien à Strasbourg. Il y avait 4 gynéco-obstétriciens dans le groupe qui vont chacun faire une question et je les laisserai se présenter. Et l'originalité et le besoin était qu'avec nous, il y avait donc une psychologue et un médecin généraliste qui ont été donc d'une grande aide et bien entendu les représentants des usagers avec donc France Astner qui est vice-présidente du SIAN et représentante de 9 mois de l'association 9 mois dans ma bassine, et Audrey Texier, présidente de l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique. Et là aussi, ça a été d'une aide incommensurable. Et puis, je dirais un mot de la méthodologie et du Delphi qui a été fait donc par quelqu'un dont c'est le métier qui s'appelle Enora Leroux. Pourquoi c'est pas une RPC classique, comme celle que vous avez vue ce matin pour les césariennes? Eh bien, c'est parce qu'il y a une très faible qualité de la preuve scientifique apportée par les études publiées et qu'il était donc impossible d'utiliser la méthode GRAD pour répondre à des questions PICO et donc d'émettre des recommandations. Donc c'est plutôt des propositions qu'on fait pour une meilleure pratique à proposer aux patientes. Et donc, nous avons choisi la méthodologie qui est un consensus formalisé d'experts qui a consisté à plusieurs réunions d'un groupe de travail multidisciplinaire que je viens de vous présenter, qui a émis des propositions. Et ces propositions ont ensuite été soumises à un groupe de 100 lecteurs, 113 exactement, et qui a fait donc l'objet d'une notation selon la méthode Delphi modifiée à 2 tours. Pour ceux qui étaient là ce matin à la césarienne, c'est la même méthodologie. Donc nous allons aborder la fréquence, le mécanisme et les conséquences de l'hyperémèse gravidique, la définition et la sévérité, la prise en charge non médicamenteuse, la prise en charge médicamenteuse, l'accompagnement de ces femmes enceintes. Et puis Thomas nous présentera un algorithme de prise en charge des patientes avec nausées et vomissements. Et puis quelle peut être la prise en charge après le retour à domicile de ces patientes. Je dois dire que de toutes les RPC qu'on fait depuis maintenant 10 ans, même si ce n'est pas un sujet qui semble entre guillemets noble, c'est à titre personnel une des RPC dont je suis le plus fier parce que finalement ça concerne beaucoup de femmes, quasiment tous les obstétriciens, les sages-femmes, et puis qu'en fait on bidouille depuis des années, chacun fait n'importe quoi dans son coin, histoire de se débarrasser, je pense, des patientes. Alors c'est vrai que nous, entre guillemets, les vieux, on n'est plus trop en première ligne, mais les internes sont très fréquemment confrontés à ce sujet, et j'ai vraiment l'impression, mais vous le direz à la fin, qu'il y a une vraie aide pour la prise en charge de ces patientes. Donc le Delphi, ça permet c'est à partir d'une identification des pratiques de prise en charge à recommander que l'on va baser sur un consensus obtenu auprès d'experts, entre guillemets. En fait, ce sont des lecteurs, via l'administration répétée d'un questionnaire en ligne. Donc les 113 experts ont été des gynéco-obstétriciens, des médecins généralistes, des psychologues, des sages-femmes. Voilà, donc chaque item était noté. Pour avoir un accord, il fallait que la médiane de chaque item soit supérieure à 7. Et à ce moment-là, on obtenait un consensus fort. L'accord entre les... Alors, il y a eu 2 tours. Au premier tour, donc il y a eu, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y avait 23 items.
l'accord entre les relecteurs était défini par au moins 75% des réponses dans la même section, avec donc une médiane de chaque item qui devait être supérieure à 7. Et puis, si ça ne l'était pas, on modifiait les items et on soumettait à nouveau les items pour lesquels un accord n'avait pas obtenu un deuxième tour. Et pour obtenir donc un accord, il fallait au moins 85% de réponses dans la même section avec une médiane par item supérieure ou égale à 7. Voilà, donc 23 items ont été formalisés. Après un tour de cotation, il y a eu un accord obtenu pour 83% des items. Et après le second tour et les modifications qu'on a proposées, parce que les lecteurs n'étaient pas forcément d'accord avec nos propositions, on a obtenu 100% des recommandations, ce qui est très important. On a essayé de prendre des personnes qui étaient représentatives pour que eh bien, il y ait une adhésion des propositions qu'on fait au niveau national. Voilà l'originalité entre guillemets du Delphi par rapport à celui qui avait été fait pour les césariennes où on ne présentait que les recommandations. Là, les lecteurs avaient accès à l'argumentation et au texte qu'on avait produit pour se faire une idée de sur quoi on avait émis ces propositions. Donc je vais laisser, c'est toi Philippe, hein. Voilà, associé je crois à France, Arzner, non Philippe, ah ben non, d'accord. Parler de la fréquence. Donc je vais commencer la présentation qu'on va faire à deux voix avec France Arzner, qui est coprésidente du CIAN, qui était là évidemment pour représenter le CIAN, mais aussi le groupe qu'elle anime qui s'appelle 9 mois avec ma bassine, un groupe qui est très aidant pour les femmes, et puis l'autre association interviendra juste après. Alors, la fréquence, vous savez que c'est une question qui est très débattue et qu'on n'a pas réussi formellement à conclure. On sait que 50 à 90% des femmes vont exprimer des difficultés digestives au cours de la grossesse, à type de nausées ou de vomissements. La plupart du temps, les symptômes sont peu sévères, sans altération de la qualité de vie, et vont disparaître à la fin du premier trimestre. Et c'est ce qui influence aussi les réactions qu'on peut avoir avec les femmes qui ont les formes les plus sévères. Ces formes les plus sévères s'appellent l'hyperémèse gravidique ou hyperémesis gravidarum. Pour 35% des femmes, elles vont altérer la vie quotidienne et l'activité professionnelle. Par exemple, une femme que j'ai vue récemment, qui est une championne de ski suisse professionnelle, qui du jour au lendemain, vous voyez, quelqu'un quand même qui a vécu la compétition, du jour au lendemain ne peut plus rien faire, ne sait plus rien faire, ce qui est d'autant plus difficile. Et ça va affecter négativement les relations familiales avec une vraie incompréhension de la part de l'entourage qui a tendance à dire « Non mais ça va passer, ça va aller mieux ». Donc les vomissements dits incoercibles pourraient toucher de 0,3 à 3,6% des grossesses. On ne sait pas très bien la fréquence exacte et c'est la principale cause d'hospitalisation au premier trimestre. La récidive d'une grossesse à l'autre est également mal évaluée et pourrait aller jusqu'à 81%. On voit par exemple des formes familiales. J'ai vu hier en téléconsultation une femme où il y a l'hyperémèse de la mère, de la grand-mère, de la sœur. Et donc ça, c'est des femmes qui ont peut-être des modifications d'un certain nombre de récepteurs. Il y a une étude qui a montré des modifications des récepteurs à l'atterrissage, des modifications qui sont génétiques. Alors les facteurs de risque, ils existent, mais leur rôle est incertain parce qu'il y a des faibles effectifs dans les études et les résultats sont contradictoires. On a parlé d'Helicobacter pylori, de prédisposition génétique, du faible indice de masse corporelle, plutôt des bébés filles attendus, les grossesses multiples, qui est quand même bien connu, et puis l'antécédent d'hyperémèse gravidique. Alors les causes, elles sont multifactorielles. Aujourd'hui, on sait que c'est une maladie qui est principalement biologique et hormonale, qui met en jeu les hormones stéroïdes, les hormones thyroïdiennes, mais aussi l'HCG, les hormones qui touchent à l'appétence, à l'appétit, qui est la gréline et la leptine, et puis surtout, il y a une équipe américaine, sous l'impulsion de l'association américaine qui s'appelle HER, qui a démontré que étaient impliqués GDF15 et IGF-BP7, qui sont des protéines d'origine placentaire. Alors on sait aussi qu'il y a l'état de santé général qui va intervenir, le sexe du fœtus, puis je vous en ai parlé déjà des prédispositions génétiques. Est-ce qu'il y a une étiologie psychologique aux nausées et vomissements gravidiques ou à l'hyperémèse gravidique ? Alors il y a des gens qui ont essayé d'étudier ça en se disant, ben voilà, il y a peut-être une approche liée à l'oralité ou un désir inconscient de ne pas garder cette grossesse. C'est une approche qui était très dogmatique avec des échantillons de faible taille, et Luisa et Audrey vont y revenir.
Et aujourd'hui, on n'a aucune preuve d'étiologie psychosomatique ni aucune preuve en faveur d'une association entre hyper-MS gravidique et des traits caractéristiques de la personnalité. Et ce serait même considéré comme une violence de dire à une femme qu'elle ne souhaite pas garder sa grossesse parce qu'elle ressent des symptômes d'hyper-MS gravidique. Les conséquences. On sait qu'il y a une association probable entre hyperémèse et risque de petits poids de naissance, de petits poids pour la gestationnelle, de naissance prématurée. Il n'y a pas de lien entre l'hyperémèse et d'autres complications, comme les complications vasculaires de la grossesse, les malformations fœtales ou les issues néonatales, voire la survenue de troubles psychologiques ou du comportement à l'âge adulte chez les enfants nés de mères avec une hyperémèse gravidique. Il faut faire très attention, évidemment, à l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, surtout en cas de réhydratation par carence en vitamine B1, donc toujours associée de la B1. Et puis ça va faire plaisir à Cyril Buissou. Il y a également été décrit des cas de dysostose maxillofaciale ou le syndrome de Binder, qui est des anomalies liées à la carence en vitamine K. Alors on va y revenir. C'est des femmes qui ont plus de stress, plus de troubles anxio-dépressifs, mais qui sont dus à l'hyperémèse et qui ne sont pas la cause de l'hyperémèse. Et on sait en tout cas qu'il y a un certain nombre de femmes qui vont aller jusqu'à l'IVG, à la fois parce qu'on ne les avait pas forcément bien prises en charge, et aussi parce qu'elles sont dans une souffrance qui est inacceptable pour elles. C'est-à-dire que c'est comme si vous sortiez d'un grand 8, toute la journée, quand on a 30-40 épisodes de vomissements dans la journée, on peut comprendre qu'au bout de 3 jours, ça devienne totalement insupportable et qu'on aille jusqu'à l'IVG alors que la grossesse était souhaitée. Et il y en a même qui renoncent à une grossesse ultérieurement. Je vais laisser la parole à France qui va nous partager quelques paroles de femmes. Bonjour. Donc moi, je vais vous parler des conséquences au quotidien, donc dans la vie familiale, personnelle, au travail, des femmes qui souffrent d'hyperémèse gravidique et que vous ne voyez pas forcément dans le cadre d'une consultation. Donc les conséquences au quotidien, évidemment, c'est une perte de poids, donc importante et rapide. Et ça traduit par un affaiblissement physique, avec comme principale conséquence l'incapacité à pouvoir gérer justement ce quotidien, c'est-à-dire tout simplement s'occuper de ses enfants, se faire à manger, tenir debout, ne serait-ce que prendre une douche et évidemment aller travailler. On a aussi une hyperosmie et des vomissements incontrôlables qui provoquent un dégoût permanent qui est extrêmement et moralement difficile à supporter. Donc, je vais vous lire des témoignages qu'on a recueillis au sein de notre groupe, des femmes à qui on a demandé récemment de nous dire comment ça avait impacté leur vie. Donc Laetitia, une fracture de notre vie, incapacité à travailler, coupure sociale, fini les sorties, isolement, plus de vie de couple, s'occuper de ma fille, même les tâches les plus basiques comme se laver deviennent un périple. S'alimenter et boire, aussi vital que ça puisse être, deviennent difficiles. Respirer devient écœurant, supporter aucune odeur. On se sent démuni et diminué et parfois mal accompagné et pris en charge. Souvent, j'ai entendu mes souffrances être minimisées par des « c'est une grossesse, pas une maladie » ou encore « c'est des nausées, c'est normal au premier trimestre ». Camille. Pour moi, c'était 8 mois couchée dans mon lit, arrêt de travail, mon compagnon qui gérait tout. On a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais et qu'on va rester pour toujours dans cet état. J'ai failli abandonner mon projet de grossesse enfant, je ne me sentais pas capable. J'ai culpabilisé de prendre des médicaments. Daloba. Je suis actuellement en plein âge et l'impact le plus difficile pour moi est l'impression, voire même la culpabilité de ne pas pouvoir m'occuper correctement de mes enfants. Ma dernière, qui a 2 ans et demi, habitait exclusivement avec ma mère depuis le début des symptômes, ce qui était génial pour son bien-être, mais très difficile émotionnellement car vous ratez une partie de la vie de votre enfant. Julie. Ça a été 8 mois compliqués. Arrêt du travail à 1 mois de grossesse qui va avec une perte de salaire importante. Mon mari me lavait. Incontinence urinaire. Rééducation du périnée, due en partie au vomissement à répétition. Et également une rééducation musculaire grâce au kiné, car avec une perte de plus de 10 kilos et pas d'activité pendant 8 mois, cela fait de gros dégâts, surtout au niveau du dos. Sur les conséquences à plus long terme, donc nous on accompagne des femmes qui éprouvent de grandes difficultés puisqu'elles ont une grossesse qui était le plus souvent désirée et qu'elles ont dû interrompre. Une difficulté à créer du lien aussi, des dépressions du postpartum, dans des cas extrêmes des syndromes de stress post-traumatique, et surtout la peur pour les futures grossesses au point de tirer un trait sur une vie de famille qui était pourtant souhaitée. Hélène. Le fait d'avoir les larmes aux yeux à chaque fois que je parle de mes grossesses, ne pas savoir ce que c'est de profiter de sa grossesse, de se projeter, de préparer la chambre du bébé, etc.
Et les dents flinguées par les vomissements et la quasi-impossibilité de se brosser les dents pendant plusieurs mois. L'éloignement des aînés, qui ne comprennent pas pourquoi maman n'est pas du tout disponible pour eux. Mon deuxième avait 2 ans quand je suis tombée enceinte du 3e et j'ai manqué une année avec lui, à un âge où c'est très important et je ne l'ai pas vu grandir. Valérie. Aujourd'hui, avec le recul, 8 ans après. La peur de retomber enceinte, même si l'envie est là. Une grossesse qui ressemble à un trou noir dans lequel on s'enfonce. La solitude et le désespoir. Aurélia. Depuis, je redoute une seconde grossesse et dès que j'ai la nausée, je suis au bout du rouleau. Je ne peux pas parler de ma grossesse sans pleurer. J'aurai peut-être un autre enfant, mais on attend que notre loulou soit plus grand parce que je ne pense pas que je serai capable de m'occuper de lui si j'ai pareil. Safia. A posteriori, c'est l'impossibilité de parler de ma grossesse sans sentir les larmes monter et l'angoisse d'imaginer une future grossesse. Mélissa. Aujourd'hui, ma fille a 3 ans. On parle d'un deuxième enfant, mais j'appréhende cette future grossesse. Je ne sais pas si je supporterai une seconde grossesse comme ça. Et donc, quelques conseils de lecture. Vous avez le livre « Témoignages » de Caroline Duforé et « Ma grossesse hyper rock'n'roll » de Manon Grégoire Feutry, où vous retrouverez leurs témoignages. Merci. Non, c'est moi, j'enchaîne sur le premier champ qui est les définitions et la sévérité. Donc, dans le groupe, on s'est d'abord attaché à un premier champ qui était quelle est la définition des nausées et vomissements et comment définir la sévérité avant d'envisager la prise en charge. On a fait une première proposition qui est de définir les nausées et vomissements gravidiques comme des nausées et vomissements débutant au premier trimestre de la grossesse en l'absence d'autres étiologies. Alors c'est une définition qui est en accord avec celle proposée par les autres sociétés savantes et en particulier la société, le Royal College. Alors il faut qu'il n'y ait pas d'autres étiologies en première intention par l'interrogatoire et l'examen clinique seulement. On va le voir, il n'est pas besoin de se lancer dans énormément de bilans. Donc pas de bilan biologique ou d'imagerie en première intention, hors échographie obstétricale, s'assurer que la grossesse est évolutive, combien il y a de bébés. Et puis l'échographie obstétricale, elle est très accessible et ça nous permet d'éliminer rapidement une cause possible d'hyper-MS gravidique, par exemple une grossesse multiple ou une grossesse molaire. Sur quels éléments doit reposer l'évaluation initiale de la sévérité des nausées et vomissements gravidiques ? On a proposé que l'évaluation initiale de la sévérité des NVG repose sur 3 critères cliniques. Le premier est la perte de poids rapportée au poids avant la grossesse, et on va discuter ensemble des seuils. La recherche de signes cliniques de déshydratation que vous retrouverez dans le texte complet, je ne m'y attarde pas. Et puis le score PUC modifié, qui est le score de Pregnancy Unique Quantification of Emesis and Nausea. Ce score n'est pas parfait, mais il permet déjà d'avoir une évaluation quantitative avec 3 questions et un score total qui est considéré comme sévère lorsqu'il est supérieur ou égal à 13 et modéré comme étant entre 7 et 12. Et donc ça prend en compte les nausées, les vomissements et les hauts de cœur sans réel vomissement associé. Quelle est la définition des nausées et vomissements gravidiques non compliqués ? Il est proposé de définir les nausées et vomissements gravidiques non compliqués comme des nausées et vomissements gravidiques associés à une perte de poids de moins de 5%, sans signe clinique de déshydratation, ce qui est un peu les critères qu'on utilisait classiquement, qu'on nous apprenait quand on était interne. Et là, on a ajouté le score PUC qui est inférieur ou égal à 6. Quel bilan faire en cas de nausées et vomissements gravidiques non compliqués ? Donc, 4e proposition, il est proposé de ne pas réaliser de bilan biologique ou d'imagerie, à l'exception de l'échographie obstétricale, en cas de nausées et vomissements gravidiques non compliqués. Donc il y a eu des discussions sur l'intérêt d'un bilan hépatique systématique ou d'une échographie abdominale systématique. En réalité, ça n'apporte pas d'informations si on mène bien l'interrogatoire et l'examen clinique. La plupart du temps, les hyper-MS gravidiques sont dus à l'hyper-MS gravidique, point. Il n'y a pas de cause associée et encore moins de cause thyroïdienne. Et trouver une TSH basse en début de grossesse est tellement fréquent qu'en réalité, ça rajoute des examens complémentaires, des bilans, des rencontres avec l'endocrinologue qui en réalité ne servent à rien. Quelle est la définition de la forme sévère, donc l'hyper-MS gravidique ? Nous avons proposé de la définir comme une perte de poids supérieure ou égale à 5%, un ou des signes cliniques de déshydratation, et puis un score PUC supérieur ou égal à 7. Alors c'est vrai que quand on regarde de 7
au-delà de 13, il y a forcément un spectre phénotypique qui est assez important, mais on a pris cette décision. Ça inclut donc des formes modérées et des formes particulièrement sévères. Quel bilan biologique faire en cas d'HG? Il est proposé de réaliser devant toute hyperémèse gravidique un dosage de la kaliémie, de la natrémie, de la créatininémie, à la recherche de troubles ioniques, d'une insuffisance rénale fonctionnelle, une bandelette urinaire complète pour ne pas passer à côté chez certaines femmes d'une acidose, d'une acidocétose, parce que la bandelette c'est quand même très facilement accessible aux urgences, et ça nous est paru pertinent de la maintenir, même si ça a été discuté par un certain nombre de lecteurs. Proposition 1.7. Il est proposé en cas de persistance et ou d'aggravation des symptômes après un traitement bien conduit que le bilan puisse être complété par un dosage des transaminases, de la lipase, la réalisation d'une échographie abdominale, d'une numération leucocytaire, un dosage de la CRP, de la TSH, de la T4, là à la recherche d'un diagnostic différentiel qui la plupart du temps va revenir négatif, mais une fois qu'on est dans une forme pour laquelle on est en échec, il est quand même important de vérifier qu'on n'est pas passé à côté d'une cause organique. Quels sont les critères d'hospitalisation ? Les nausées et vomissements gravidiques non compliqués doivent bénéficier d'une prise en charge externe, proposition 1.8. Proposition 1.9, il est proposé une hospitalisation en cas d'HG lorsqu'elle est associée à au moins un des critères suivants. Une perte de poids supérieure ou égale à 10%, ou un ou des signes cliniques de déshydratation, ou un score PUC supérieur ou égal à 13, ou une hypokaliémie inférieure à 3 mmol par litre, ou une hyponatrémie inférieure à 120 mmol par litre, ou une élévation de la créate supérieure à 100 micromol par litre, ou encore une résistance à un traitement médical bien conduit. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Louise qui va nous parler de la prise en charge non médicamenteuse des nausées et vomissements gravidiques non compliqués. Attends, Philippe, avant, il y a peut-être des questions. Ah, pardon, excuse-moi. Je pensais que les questions étaient à la fin. Ben, on fait les questions maintenant, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être abordées. Je t'en prie. Est-ce que parce qu'il y avait l'introduction tout à l'heure et puis là les propositions qui sont faites, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vient de vous dire Philippe? Oui. Moi j'ai une question au sujet de la perte de poids. Parce que quand elles arrivent, souvent, elles ont, je sais pas, 2 litres de retard de déshydratation ou 1,5 litre, je ne sais pas. Donc en fait, quand tu prends le poids quand elles arrivent, ou le poids une fois que tu as corrigé la réhydratation, ou si tu pouvais corriger la réhydratation, est-ce qu'en fait, si je reformule, pardon, est-ce que ce qui nous intéresse, c'est la perte de poids en termes de dénutrition, comme nous apprennent les nutritionnistes? Et là, c'est le fruit de carences multiples, etc., d'un catabolisme protéique, etc. Ou est-ce que le poids en tant que reflet de la déshydratation, ou est-ce que finalement on moyenne les deux, mais des fois quand tu les as réhydratées, tu retombes, elles n'ont pratiquement pas perdu de poids, quoi. Oui, mais alors ça veut dire, la perte de poids, on l'a gardé parce que c'est un critère qui est très important, mais à ce moment-là, tu ne l'as probablement pas hospitalisé uniquement pour la perte de poids, mais en raison de la sévérité de la symptomatologie que tu retrouves dans le score PUC. Voilà. Mais en effet, après, on essaye de fixer des seuils en termes de valeur, mais je crois qu'il faut au maximum, en tout cas pour l'hospitalisation, être le plus possible ouvert à accompagner ces femmes en fonction de ce qu'elles ressentent. Après, pour tout te dire, depuis que j'interagis énormément avec l'association, par des téléconsultations, j'hospitalise en réalité très peu de patientes dont je m'occupe à distance. Et la déshydratation, tu as raison, c'est un élément très important dans la prise en charge. Et on s'aperçoit que quand on met, par exemple, en place, on va en parler tout à l'heure, une hydratation à domicile, rien que ça leur donne un coup de peps, parce qu'en effet, la perte de poids toute seule n'est pas forcément l'élément majeur. C'est surtout cette déshydratation qui vient, je pense, entretenir une sorte de cercle vicieux des nausées et vomissements, en particulier des vomissements, et que quand tu la romps, eh bien, tu améliores déjà beaucoup leur état général. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. On peut rajouter quand même aussi que quand on perd 10% de son poids et qu'on réhydrate la patiente, on ne la réhydrate pas. Pour une femme de 70 kg, on va pas la réhydrater. Elle n'a pas perdu 7 litres de flotte, quoi. Donc si elle a perdu 10% de son poids, c'est qu'il y a aussi une dénutrition qui est associée à des vomissements prolongés. Donc c'est mixte. Il y a une part de déshydratation, évidemment, qui peut être importante, mais une fois qu'on a réhydraté correctement la patiente, elle peut persister avec une perte de poids supérieure à 5 ou 10%. Parce qu'elle ne mange plus correctement depuis 4, 5, 6 semaines. Et qu'elle a mis du temps à consulter. Dans le cadre du bilan, une recherche d'infection.
une recherche d'infection urinaire. Est-ce que, je ne l'ai pas vu dans le cadre du bilan, est-ce que c'est demandé? Est-ce que ça n'a pas d'intérêt? Alors on peut évidemment avoir des symptômes de nausées, vomissements, en particulier de vomissements par une pyélonéphrite ou par une infection urinaire, ça peut arriver. Ça ne fait pas partie des causes majeures d'hyperémèse gravidique. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on retrouve rarement une cause organique à l'hyperémèse. C'est le placenta, c'est une maladie qui se suffit à elle-même. Mais c'est vrai qu'ici ou là, on peut trouver des étiologies rares. En effet, vous avez raison. Juste, je voudrais ajouter que, oui, et la bandelette urinaire y répond, pardon. Ouais. Ce qui était important pour nous là, une fois qu'on a fait toute la synthèse de ça, c'est le premier message, c'est que quand il n'y a pas d'autre cause clinique, c'est d'arrêter de faire des bilans complémentaires qui sont faits à tire-larigot, les bilans hépatiques, les bilans thyroïdiens, n'en parlons pas. Moi, on a tous vu des patientes pour lesquelles, en premier lieu, sont faits des bilans thyroïdiens avec des TSH qui sont effondrés au premier trimestre. Il y a des endocrinologues qui traitent ces patientes-là, qu'on reparte à la clinique, et que si c'est la seule étiologie, une fois qu'on a éliminé effectivement l'infection urinaire clinique et le reste, qu'on ne fasse aucun bilan complémentaire. Dans les hyperémèses gravidiques sévères, avant l'hospitalisation, j'ai vu plein de TP effondrés par déficit en vitamine K. Est-ce qu'on ne devrait pas rajouter un TP dans le bilan biologique avant l'hospit? Alors c'est une question, c'est vrai que l'un des lecteurs nous a interpellés sur la chute de vitamine K. Alors, plein de TP effondrés, je pense que si on prend l'ensemble des patients qui ont une hyperémèse gravidique sévère, c'est vrai que c'est une situation qui peut arriver, mais on en a discuté avec des hématos qui nous ont dit que c'était pas impossible, mais pareil, ils nous ont dit que ça ne servait à rien à ce moment-là de dépister très largement parce que c'est des coûts très importants. À ce moment-là, autant essayer de compenser assez systématiquement. Non, mais même le TP, c'est toujours des examens qui vont coûter de l'argent et qui n'apportent pas forcément beaucoup de choses parce que très rapidement, ce sont des femmes jeunes, on va vite, il faut les hospitaliser, les requinquer et puis les réhydrater et ça va rentrer très rapidement dans l'ordre quand il y a une chute du TP. Pour compléter, en fait, vous avez bien compris que le niveau de preuve, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'essai randomisé qui dit quand on dose le TP versus on ne dose pas le TP, on améliore la santé des personnes. Donc l'idée, c'est de donner une orientation pour aider les équipes à prendre en charge, sachant qu'on a bien dit aussi dans le texte long que les critères ne sont pas des critères stricts. Quand il y a l'association de plusieurs critères qui sont à des limites, eh bien ça peut être interprété de façon différente, en particulier sur l'hospitalisation, mais aussi sur les bilans. Et donc il y a toujours une part je comprends bien les questions, mais il y a toujours une part d'appréciation personnelle des praticiens. Et il y a toujours une liberté, si vous voulez faire un TP, de faire un TP. Donc chacun a cette liberté-là. Et sachant que plus que le TP sur l'hypovitaminose K, parce que les troubles hémorragiques maternels sur l'hyperémèse gravidique sont quand même très limités, mais parfois exceptionnellement, et ça a été décrit, d'avoir en fait des hémorragies intraventriculaires fétales sur hypovitaminose K maternelle, hypovitaminose K fétale. C'est totalement exceptionnel, mais c'est décrit. C'est sûr qu'avec ce type de situation exceptionnelle, chacun interprète, est-ce qu'il le fait systématiquement ou pas. Nous, on a considéré que ce n'était pas nécessaire. Monsieur ? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste détailler, c'est peut-être un peu basique, mais les signes de déshydratation qui constituent la sévérité pour ces nausées ou vomissements? Alors, comme ça, de mémoire, il y a surtout, évidemment, le pli. Alors, il y a la déshydratation, évidemment. Il y a le pli cutané, surtout, qui va être le plus facile à retrouver. Ensuite, on va avoir plus rarement la sensation de soif extrêmement importante, la sécheresse des muqueuses, qui sont quand même très invalidants de toute façon à cause des nausées et vomissements, surtout à cause des vomissements. Et puis après, vous allez retrouver dans des stades plus avancés, mais qui sont quand même relativement rares, l'oligurie qu'on va retrouver.
Et la sécheresse de la peau. La sécheresse de la peau aussi. Surtout sur des zones qui ont l'habitude d'être qui transpirent, donc sous les aisselles. Ça fait partie des signes à rechercher. Et puis l'hypotension orthostatique aussi. L'hypotension orthostatique. Pour compléter la réponse de Philippe. Après, je pense qu'il faut aujourd'hui, moi je crois beaucoup dans l'idée d'une réhydratation assez large. Et même si on n'en a pas parlé parce qu'on ne pouvait pas le faire dans le groupe, la possibilité de mettre en route avec le médecin traitant des hydratations à domicile est quelque chose qui me semble très, très positif et qui aide beaucoup les femmes. Et donc, par exemple, moi, à titre personnel, ce que je fais, je mets un glucosé le soir. L'infirmière vient le soir, elle met le glucosé, 1 litre, jusqu'au lendemain matin, avec 100 mg de vitamine B1. Puis elle revient le lendemain matin le retirer. Et beaucoup de femmes, en tout cas, je pense que ça mériterait qu'on y travaille, mais le taux de satisfaction comme ça, brûle pour point, alors ça n'a pas beaucoup de valeur, hein, mais est très important. S'il n'y a plus de questions, on va passer au topo. Oui, madame ? Par rapport aux signes de déshydratation, vous avez parlé que les signes de déshydratation, ils font partie des signes de sévérité. Mais après, vous avez dit que les signes de sévérité, les signes de déshydratation est un critère d'hospitalisation. Donc, dès qu'il y a un signe de déshydratation, on hospitalise la patiente. Tout à fait. D'accord. Il faut bien distinguer la classification de la maladie en pas sévère, modéré, sévère. Et puis ensuite, on a voulu distinguer, par exemple, la maladie est considérée comme sévère quand on perd plus que 5% de son poids. Et on ne va pas hospitaliser toutes les femmes qui ont perdu 5%. On va les hospitaliser qu'à partir de 10%. On a essayé de fixer des seuils. Après, je crois qu'il y a une appréciation, comme l'a dit le professeur Santil, pratique du quotidien. Voilà, l'idée, c'est de vous aider à mieux définir les populations et de les prendre en charge. Mais après, vous êtes libre de décider ce que vous voulez. Si vous choisissez d'hospitaliser toutes les dames parce que c'est 5% dans votre service, pas de problème. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Hein. D'accord, merci beaucoup. Et encore une fois, la définition de l'hyperémèse gravidique, en fait, elle est consensuelle par rapport aux autres sociétés savantes. Et puis les critères d'hospitalisation, on s'est mis d'accord avec un Delphi. Encore une fois, tout ça, il y a plusieurs personnes qui ont relu. Mais évidemment, ce n'est pas des critères stricts. Il y a toujours une part d'appréciation, comme à chaque fois qu'on fait des propositions, il y a une part d'appréciation avec les personnes. Et en particulier, on peut aussi imaginer qu'une patiente qui n'ait pas des critères stricts, mais qui soit en grande difficulté psychologique et qui nécessite et qui souhaite être hospitalisée, ça fait partie, par exemple, d'une situation d'hospitalisation possible. Mais chacun a une part d'appréciation, évidemment, dans l'interprétation de ces critères. Donc, merci Louise de nous parler de la suite pour cette prise en charge, en fait, des nausées et vomissements gravidiques, de l'hyperémèse gravidique. Louise, qui est gynéco-obstétricien au CHU de Lille. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la prise en charge non médicamenteuse des nausées et des vomissements gravidiques non compliqués. Donc, on s'est intéressé à plusieurs points, les règles hygiéno-diététiques, le gingembre, la pyridoxine, c'est la vitamine B6, l'aromathérapie et l'acupression, l'acupuncture et l'électrostimulation. Donc, concernant les règles hygiéno-diététiques, il existe dans la littérature des grandes études observationnelles sur les régimes alimentaires des femmes avec nausées et vomissements gravidiques. Ce qu'ont retrouvé ces études, c'est qu'il y avait des modifications du régime alimentaire par les femmes, avec souvent une éviction des graisses et des protéines, mais dans ces études, on ne retrouve aucune donnée sur l'efficacité d'un régime particulier, et c'est plus des comportements d'évitement qui ont été mis en évidence probablement que l'efficacité d'un régime particulier. Concernant les habitudes de vie, pareil, on retrouve des études de cohorte sur des questionnaires de qualité de vie dans la littérature qui retrouvent qu'une activité physique modérée, le repos, l'entourage permettraient d'améliorer les nausées et vomissements gravidiques, mais il n'y a vraiment aucune étude de qualité qui a évalué spécifiquement des règles d'hygiène particulières. Concernant le fer, donc le fer pris pendant la grossesse, on retrouve une étude sur 97 patientes qui a été publiée, qui retrouvait une amélioration du score de PUC après l'arrêt des vitamines de grossesse contenant du fer au premier trimestre de la grossesse. Nous avons donc fait plusieurs propositions pour les règles hygiéno-diététiques. Donc la proposition numéro 1, il est proposé aux femmes présentant des nausées et vomissements gravidiques d'arrêter leurs vitamines prénatales et leur supplémentation en fer et de privilégier la supplémentation en acide folique seule, car la supplémentation en fer au premier trimestre de la grossesse semble aggraver les symptômes. La proposition 2,
il est proposé aux femmes d'adapter librement leur régime alimentaire et leur mode de vie en fonction de leurs symptômes, puisqu'aucune modification du régime alimentaire ou du mode de vie n'a prouvé son efficacité pour améliorer les nausées et vomissements gravidiques et l'hyperémèse gravidique. Concernant le gingembre, donc on retrouve dans la littérature de nombreuses études sur le gingembre. Il est à noter que ces études sont pour la plupart de faible qualité et que les patientes incluses dans ces études sont des patientes avec des nausées et vomissements peu sévères. On retrouve une méta-analyse, la méta-analyse de Hu et collaborateurs. Et dans cette méta-analyse, 5 études, ce qui représente au total 258 patientes, ont comparé le gingembre versus le placebo. Sur ces 5 études, cette méta-analyse a mis en évidence une amélioration des symptômes généraux des nausées et des vomissements gravidiques avec un note ratio à 7,5. Et on retrouvait également une amélioration sur la sévérité des nausées avec une différence moyenne standardisée à 0,8. Cette méta-analyse n'a pas retrouvé, par contre, d'amélioration sur la fréquence des vomissements. Il est à noter aussi que les différentes études incluses dans cette méta-analyse comprenaient un nombre faible de patients, de 26 à 70, que l'évaluation pour l'amélioration du score des nausées et des vomissements, donc c'était souvent une échelle visuelle analogique des nausées et des vomissements, dont la pertinence clinique est à discuter, et la posologie n'a pas été spécifiquement étudiée. La proposition 3, et donc il est proposé de réserver le gingembre aux femmes ayant un score de PUC inférieur à 6 s'il devait être utilisé, sachant que l'amélioration des symptômes après sa prescription n'est pas formellement démontrée. Concernant la pyridoxine, donc la vitamine B6, donc 2 études ont comparé la vitamine B6 versus le placebo. Donc une première étude avec 342 patientes a retrouvé une différence avant et après traitement sur l'échelle visuelle analogique des nausées avec un score de 2,9 à 2, donc, ce qui était significatif, mais cliniquement la pertinence est à discuter. Et on ne retrouvait pas de différence sur les vomissements. Une autre étude donc, concernant 74 patientes ne retrouvait pas de différence concernant les nausées et retrouvait dans le groupe vitamine B6 une diminution des vomissements avec un note radio à 0,3, mais dans ces 2 groupes de patientes, on retrouvait 31 patients dans un groupe et 28 patients dans l'autre groupe, donc une étude avec peu d'effectifs de patientes. Une autre étude a étudié la posologie de la vitamine B6 et a comparé donc, différentes posologies de vitamine B6, 10 mg par jour versus 1,28 mg par jour, et retrouvé une amélioration du score de PUC pour une posologie à 10 mg par jour. Concernant le méthoclopramide seul ou en association avec la vitamine B6, on n'a pas retrouvé dans les études d'amélioration. En proposition 4, il est donc proposé de réserver la vitamine B6 aux femmes ayant un score de PUC inférieur à 6 si elle devait être utilisée, sachant que l'amélioration des symptômes après sa prescription n'est pas démontrée. Donc, concernant l'aromathérapie, qui est l'utilisation d'huiles essentielles, on retrouve 2 essais randomisés dans la littérature qui ont étudié l'aromathérapie en comparaison au placebo. Donc, à noter que ces études comprennent de nombreux billets, que les protocoles d'aromathérapie sont différents en fonction des études et on n'a pas retrouvé dans ces études d'amélioration en comparaison à un placebo. De plus, l'innocuité est non certaine des huiles essentielles. Donc ici, vous retrouvez ce que nous dit le CRAT à propos des huiles essentielles. Et donc, en usage thérapeutique, le CRAT conseille de s'abstenir en l'absence de données tant sur le bénéfice que sur le risque. En proposition 5, il est donc proposé de ne pas utiliser l'aromathérapie pour la prise en charge des patientes avec des nausées et vomissements gravidiques non compliqués en raison des risques potentiels associés aux huiles essentielles et de l'absence d'efficacité démontrée. Alors, concernant l'acupression, donc l'acupression, c'est l'application d'une pression physique sur des points d'acupuncture spécifiques. Donc, il y a surtout 2 points qui sont étudiés dans les nausées et vomissements. C'est le point P6, dont on retrouve la photo donc, en haut. C'est donc
à 3 travers de doigts au-dessus de l'articulation du poignet, entre les 2 tendons, et le point KIT 21 qui est à 6 cm au-dessus de l'ombilic sur la ligne médiane. Donc on retrouve de nombreuses études dans la littérature qui ont étudié l'acupressure. Cependant, il est difficile d'analyser, de retrouver... ces études comportent toutes des méthodes et des durées d'acupression qui sont différentes. On a 3 essais qui ont comparé du coup l'acupressure à un placebo, donc 3 essais randomisés. On retrouve pour le premier essai sur 23 patients, donc sur l'acupression du point P6, une amélioration donc de l'échelle visuelle analogique des nausées, passant de 3,23 à 4,92. Et pour les 2 autres études, on ne retrouve pas, il n'y a pas de comparaison au final avec le groupe placebo, c'est que des évolutions dans le temps. L'efficacité de cette technique n'a pas été démontrée par ces essais. Concernant l'acupuncture et l'électrostimulation, donc pour l'acupuncture, il y a 3 essais contrôlés randomisés versus placebo, dont le plus important est celui de Smith et collaborateurs, qui retrouvait une diminution des nausées dans les groupes acupuncture traditionnelle et acupuncture du point P6 par rapport à un groupe avec un point placebo et un groupe sans acupuncture. Cependant, la pertinence clinique de cette amélioration est faible, avec toujours donc un score de nausée, mais dont la différence est cliniquement peu pertinente. On n'a pas d'efficacité de l'acupuncture retrouvée dans la littérature sur les vomissements. Pour l'électrostimulation, les données sont faibles en qualité et en quantité, et on n'a pas de preuve de l'efficacité de l'électrostimulation. En proposition 6, il est proposé de réserver l'acupression, l'acupuncture et l'électrostimulation aux femmes ayant un score de PUC inférieur à 6, si elles devaient être utilisées, sachant que l'amélioration des symptômes après leur prescription n'est pas démontrée. En synthèse, donc, de la prise en charge non médicamenteuse, donc on a une absence d'efficacité et d'inefficacité qui est réellement démontrée. Et donc en proposition 7, il est proposé de ne réserver les techniques de prise en charge non médicamenteuse des nausées et vomissements gravidiques précédemment citées, à l'exception de l'aromathérapie, qu'aux femmes avec des formes non compliquées. Je vous remercie. Merci à toi, Louise. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour encore plus expliciter ce que disait Louise, parce que ça peut paraître bizarre quand même, on propose des stratégies thérapeutiques qui ne sont pas démontrées, ce qui est un peu bizarre. Mais en fait, comme la preuve, on n'a pas de preuve que ça marche, mais on n'a pas de preuve que ça ne marche pas non plus. Et effectivement, fait placebo, et comme on estime qu'il est difficile de ne pas proposer une prise en charge à ces femmes qui sont en difficulté, eh bien on dit que c'est possible de les utiliser, même si il faut savoir que leur efficacité n'est pas démontrée. Mais ça fait beaucoup l'objet de discussions entre nous. Et comme ça ne marche pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est réservé qu'aux formes modérées, très faibles, sans gravité, avec les scores de PUC bas. Il n'est pas question de proposer ça à une patiente en hospitalisation. Merci à toi, Louise. Merci. C'est vous, les garçons? C'est Raoul qui commence. Ah, finalement, ils ont dissocié, ok. Donc, Raoul qui va nous parler donc, de la prise en charge... Oui, je sais pas, il y a écrit non médicamenteuse, c'est pour ça, mais c'est médicamenteuse. Médicamenteuse, ouais, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est bien ce qu'il me pensait. On a quand même passé un an ensemble, donc c'est bien médicamenteux, Raoul. C'est moi qui lance? Oui. Donc, concernant la prise en charge médicamenteuse maintenant des nausées et des vomissements gravidiques. Donc, le bilan de la littérature concernant l'efficacité et la sécurité des antiémétiques au premier trimestre, les données, bizarrement, sont peu nombreuses pour une pathologie aussi fréquente pendant la grossesse et de faible qualité méthodologique. Donc, pour la plupart des antiémétiques, il n'y a aucune étude contre placebo. En fait, il n'y en a qu'une d'étude randomisée correcte. Concernant les études randomisées ayant comparé les antiémétiques entre eux, elles ne permettent pas de conclure à la supériorité d'une molécule par rapport à une autre.
elles n'ont pas la puissance nécessaire pour montrer un effet sur des événements rares au point de vue de la sécurité. L'intérêt des études de registre sur ce point, c'est la mise en évidence d'événements rares, mais ces dernières ne peuvent pas démontrer un lien de causalité entre un traitement et des effets secondaires, contrairement aux études randomisées. Donc nous avons proposé que soient toujours choisis pour des utilisations en première, deuxième ou troisième intention les médicaments ou les associations de médicaments associés aux effets secondaires les moins sévères et les moins fréquents, compte tenu de l'absence de supériorité d'une classe médicamenteuse par rapport à une autre pour réduire les symptômes des nausées, vomissements contre la grossesse et de l'hyperémèse gravidique. Donc il y a donc une seule étude randomisée ayant comparé un antiémétique à un placebo, et c'est en l'occurrence l'association d'oxylamine-pyridoxine. Cette étude, c'est une étude canadienne qui a été effectuée par 3 centres aux États-Unis, a été publiée en 2010. C'est une étude randomisée en double aveugle qui a comparé l'association d'oxylamine à 10 mg avec la vitamine B6 à 10 mg versus placebo. La population d'étude, c'était les femmes enceintes entre 7 et 14 semaines avec un PUC score supérieur ou égal à 6 et pas de réponse aux mesures hygiéno-diététiques. Le critère de jugement principal était l'évolution du score, du PUC score entre J0 et J15. Et un critère secondaire, c'était les qualités de vie évaluées au moyen d'une échelle visuelle analogique. Donc l'étude a été effectuée sur 130 patientes dans le groupe intervention et 125 dans le groupe contrôle. Et ils ont retrouvé une différence certes significative entre le groupe traité et le groupe contrôle sur le PUC score. Également une différence significative sur la qualité de vie, mais vous voyez que les chiffres, que la différence, elle n'est que de 0,9 points pour le PUC score et de 1 point pour la qualité de vie. On peut se poser la question de la pertinence clinique d'une telle différence. Et quand on regarde pour cette étude dans le chapitre méthodo, la différence exigée n'a pas été mentionnée, pas plus que la méthode qu'ils ont choisie pour le nombre de sujets nécessaires. Malgré tout, les auteurs ont jugé qu'il y avait une supériorité de cette association par rapport au placebo. Ils ont été suivis en cela par la FDA et par la plupart des sociétés savantes nord-américaines, ce qui a conduit à une prescription large de ce médicament en Amérique du Nord. Les mêmes auteurs et avec la même étude, avec les résultats de la même étude, ont publié également sur l'évolution du PUC score entre J0, J3, J4, J5. Là aussi, c'est les mêmes résultats, significatifs certes, mais avec des différences assez faibles entre le groupe traité et le groupe contrôle. Toujours les mêmes auteurs, toujours les résultats de cette même étude, une troisième publication qui là a étudié le PUC score centré sur les nausées, sur les vomissements et sur les hauts le cœur. Et là, c'est pareil, différence très faible, pertinence clinique qui pose question, mais significatif. Une quatrième étude maintenant, une quatrième publication de cette même étude sur les effets secondaires. Donc ça, c'est intéressant de noter qu'il n'y a pas de différence sur les effets secondaires entre le groupe traité et le groupe placebo, notamment sur la somnolence, oui, qui est quelque chose d'assez fréquent de base dans cette pathologie. Elle n'est pas augmentée par ce traitement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que 8 ans après, une équipe de chercheurs canadiens a demandé l'autorisation au service de recherche d'avoir un accès aux données de l'étude pour réétudier, pour refaire les résultats. Et donc,
ils ont conclu, en revoyant la méthode statistique qu'ils ont jugée discutable, et avec cette nouvelle analyse, les conclusions étaient que la différence n'était pas significative entre le groupe traité et le groupe contrôle. À tel point que l'American College a fait une publication. Non, pardon, excusez-moi. Les auteurs ont conclu que ces résultats devraient justifier d'une mise à jour des recommandations de la COG, qui concluait une prescription en première intention de cette association sur la base des 3 premières publications. Donc, en conclusion sur ce produit, c'est le seul traitement qui a été évalué contre placebo. Il n'a pas montré de supériorité pour la diminution des nausées, vomissements gravidiques. En revanche, cette association et le traitement pharmacologique des nausées, vomissements de la grossesse semblant montrer le moins d'effets secondaires. Alors ensuite, bonjour à tous, Guillaume Ducarme, je prends la succession. On s'est intéressé aux autres molécules qui avaient pu être testées et évaluées dans ce type de pathologie. Et donc, comme vous l'a dit Raoul, faiblesse méthodologique, faiblesse de littérature, aucune étude randomisée contre placebo, des petites études où je vous ai mis les effectifs, 80, 18, enfin voilà, où les molécules sont comparées entre elles, avec la plupart du temps une absence de différence. Et la seule qui montrait une différence, donc l'étude d'Oliveira, très faible les effectifs, 18 versus 18, et comme vous avez dit Raoul aussi, avec des comparaisons de VA qui sont cliniquement certes significatives, mais cliniquement posent question. Une petite revue un peu des différentes molécules, parce que c'est notre quotidien. Neuroleptique et phénothiazine, 2 essais, TAN et ABAS, des effectifs un peu plus importants. Mais la problématique de cette famille de molécules, c'est les effets secondaires, des signes extrapyramidaux qui sont quand même très importants et qui sont significativement augmentés avec l'utilisation de ces molécules. Donc pour reboucler avec le début du topo, peut-être pas les molécules à recommander en première intention parce que l'efficacité douteuse, voire non démontrée, et les effets secondaires, semble-t-il, beaucoup plus importants. Les corticoïdes, c'est une question qu'on s'est posée. Donc là aussi, 2 essais, un essai anglais, un essai américain. Un essai anglais, 25 patients, pas de différence, pas d'efficacité. Malgré tout, même si c'est faible effectif, un retour de l'appétit, des gains de poids plus rapides, donc pourquoi pas. Mais la problématique des effets secondaires, là aussi, des corticoïdes que nous connaissons tous. Et puis un deuxième essai d'envergure plus importante, avec là à la fois un traitement IV donc en hospitalisation, donc des formes plus sévères qui nécessitaient une hospitalisation en urgence, puis après une décroissance, puis après des relais avec d'autres molécules. Enfin, vous voyez tous les biais méthodologiques et les biais d'interaction de cette étude potentielle, et pas de différence à la nécessité de recourir à une nouvelle hospitalisation qui était le critère de jugement principal. Donc vous le verrez, on a plutôt recommandé ça dans les derniers recours parce que trop d'effets secondaires, une efficacité assez incertaine et surtout une évaluation dans les formes vraiment les plus sévères. La dernière molécule sur laquelle on s'est attaché, c'est l'ondansetron, donc antiémétique antagoniste des récepteurs 5-HT3 de sérotonine, qui n'a absolument pas la MM dans les nausées et vomissements du premier trimestre. Déjà, c'est une information importante. En revanche, elle a la MM dans les nausées et vomissements post-opératoires et vomissements aigus post-chimiothérapie. Je vous ai cité les 2 études que j'ai un peu détaillées précédemment, Abbas-Oliveira, où il était comparé à d'autres antiémétiques dans des études très mauvaises. D'où l'intérêt, et Raoul l'avait évoqué pour commencer, peut-être des registres ou des méta-analyses pour essayer d'avancer un peu plus sur l'efficacité de cette molécule, que je répète encore une fois, hors AMM. Plusieurs registres, gros registre américain, ondansetron oral dans le traitement des nausées et vomissements versus d'autres antiémétiques. Et ce registre a montré une augmentation de risque de malformation à type de fente labiopalatine essentiellement. Et donc, si on reboucle ça sur le nombre de naissances vivantes, etc., ça faisait 3 cas supplémentaires pour 10 000 naissances, soit une prévalence qui passait de 0,08 en population générale sur la fente, c'est à peu près ce qui est rapporté, on passait à 0,11. Donc, finalement,
un produit avec des effets potentiellement secondaires non nuls. Deux méta-analyses, donc une méta-analyse de 4 études, donc 119 000, on a vraiment des gros effectifs versus 2 millions. Et là aussi, une augmentation à peu près équivalente. On avait 1,24 d'autres ratios, on a 1,22 maintenant, du risque de fente labiopalatine. Mais dans cette méta-analyse, on n'avait pas pris en compte de certains facteurs de confusion, en particulier les antécédents malformatifs familiaux, qui peuvent être associés, on le sait, au risque de fente. Nouveau registre, donc là, c'était une méta-analyse de 3 registres. Donc là, vous pouvez 3 pays différents, 3 façons d'utiliser les produits différents, enfin voilà, vraiment des patients qui vraiment se ressemblent de moins en moins, avait été évaluée l'exposition à l'ondansetron pendant la grossesse versus les autres antimimétiques. Et là, vous aviez à la fois un peu de tout, méthoxypyramide, prométhazine et l'association évoquée par Raoul. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'association entre l'ondansetron et les fausses couches, et la mort in utero, les malformations congénitales sévères, et malgré l'effectif de plus de 455 000 grossesses, il n'y avait pas de puissance pour analyser le type de malformation, donc une conclusion qui restait un peu en suspens et qui n'était pas capable de dire si l'ondansetron, finalement, contrairement aux études précédentes, était associé au risque de fente. Une dernière information, mais qui nous paraissait importante de le redire, Philippe l'a évoqué tout à l'heure, c'est lorsqu'on est dans les formes très sévères, avec les hyperamnésies gravidarum réfractaires à tous les traitements et donc des formes d'hospitalisation, ne jamais oublier la vitamine B1, et ça nous paraissait important, même si ce n'est pas le traitement, mais de le remettre. C'est dire que la proposition, il est proposé que soit systématiquement administrée la vitamine B1 en cas d'hyperamnésie gravidique, justifiant une réhydratation parentérale, donc vraiment les formes très sévères, afin de prévenir la survenue d'une encéphalopathie gaillet-wernicke. Et puis pour la synthèse, je vous invite à lire attentivement l'algorithme qui vous sera présenté pour Thomas. Je vous remercie. Merci Guillaume. T'en reste parce que, est-ce que, Raoul, tu peux peut-être venir, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vous a été présenté par Raoul et Guillaume? Oui. Attendez, ça arrive. On a parlé d'aromathérapie, mais on n'a pas parlé d'homéopathie. Est-ce que c'est pas pour nous, Louise? Ça s'appelle beauté en touche. Louise? Ça dépend si tu vois si c'est Je pense que pharmaco. l'homéopathie n'est pas vraiment un médicament, enfin, c'est mon avis, mais... Oui, mais on a parlé d'aromathérapie. Oui, mais Louise va vous répondre. Effectivement, c'est la prise en charge non médicamenteuse, mais alors on n'avait pas traité cette question, mais je pense que dans la littérature, il y avait vraiment rien, je pense, sur le sujet. Je crois que j'ai rien trouvé, moi, sur ça. Et c'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé. Il n'y a même pas une publication de mauvaise qualité, il n'y en a pas. Presque comme le fluoroglucinol au cours de la grossesse, presque. Oui, c'est ça, de toute façon. Ça rejoint le même niveau. Le spasfon, pour ceux qui... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui, vous avez bien évoqué une critique sur l'étude de Coren. En revanche, vous n'avez pas parlé de l'innocuité fétale éventuelle ou des possibles de ce qu'il y a en niveau de données épidémiologiques par rapport à cette association qui est utilisée depuis plus de 30 ans au Canada, la doxylamine pyridoxine. Vous n'avez pas évoqué le fait qu'il n'y a aucun, dans tous les méta-analyses qui ont été faites, les études rétrospectives, qu'il n'y a pas de données qui puissent dire qu'il y ait des craintes de malformation congénitale. Et je pense que quand même, ce sont des données qui pourraient être intéressantes au moment de l'évaluation que vous êtes en train de faire. Je te laisse répondre. Vous n'avez pas... Non, en fait, on entendait très mal, en fait. Si j'ai bien compris ce que j'ai entendu, la question, c'est sur la sécurité de l'association. Je veux dire, vous n'avez pas évoqué les méta-analyses qui ont été faites, les études rétrospectives avec plus de 30 ans de recul aux États-Unis, avec des associations, des produits qui contiennent ces associations, et qui a été démontré dans tous les méta-analyses que le risque tératogène n'augmentait pas. Donc c'est quand même intéressant de montrer ces données du point de vue que ce sont aussi des publications qui ont été faites. C'est juste ça qui est un petit peu étonnant. Oui, il n'y a pas effectivement de malformation avec cette association, c'est ça?
Oui, c'est en fait c'est le traitement de référence au nord États-Unis. On n'a pas parlé parce qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Mais c'est justement ce que je souligne, c'est important d'en parler. Donc effectivement, ouais, il y a surtout des études rétrospectives qui sont poolées entre elles et qui montrent qu'il n'y a pas une association entre cette prescription et les effets malformatifs sur le fœtus et sur l'embryon. Effectivement, c'est des données de sécurité qui existent, même si la problématique de la pertinence, de l'efficacité du produit existe. Oui, tout ça est retrouvé dans le texte. En fait, ça n'a pas été marqué sur les communications orales, mais tout ça est retrouvé dans le texte principal qui est publié, mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Ça rejoint ce qu'on a dit, c'est-à-dire que globalement, c'est faute de de publications fortes, c'est le premier encadré du topo de Raoul, c'est de dire c'est la molécule qui a finalement les moins mauvais effets secondaires, voire l'absence d'effets secondaires, qui seraient potentiellement à prioriser. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est vous parlez de méta-analyse, mais il faut faire attention. Méta-analyse, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, on voit bien, il y a plein de méta-analyses qui nous ont été présentées, mais en réalité, elles sont de très mauvaise qualité. Elles réunissent des études de mauvaise qualité avec des faibles effectifs, et le mot de méta-analyse ne fait pas d'une étude la Bible et la solution. Donc attention, voilà. Et l'analyse de la littérature qui a été faite par Guillaume et Raoul est très très complète, et vous le retrouverez dans le texte long. Oui, parce que c'est important de préciser, méta-analyse pour certains, en tout cas, c'est sous-entendu que c'est des serres randomisées, donc c'est des données poolées de rétrospectives, de bases de données américaines, effectivement, avec aussi tous les biais potentiels de confondants sur l'exposition environnementale, etc. Donc ça qui est toujours un petit peu compliqué, et c'est tout le débat d'ailleurs avec Londan-Cétron, même s'il y a des données de grande qualité publiées dans le JAMA. Si j'ai bien compris, l'association n'a pas prouvé son efficacité. Je voudrais une précision, s'il vous plaît. Vous avez bien compris. Oui, vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Ce que j'ai oublié de dire également dans l'étude qui a été faite a posteriori avec les données par une deuxième étude, ils ont ressorti là que la différence qu'avait souhaité l'équipe initiale entre les deux, c'était de 3. Donc ils avaient fixé en disant notre médicament, on considérera qu'il est efficace s'il y a une différence de 3 sur le delta du PUC score. Il n'était que de 1 et ça n'a pas été notifié sur la publication initiale. Une différence de 1 dont on se demande si ça a une pertinence clinique, et alors que ce n'était pas dans les critères préétablis de l'essai. Et ça, c'est pas, dans les 3 premières publications, ce n'est pas les critères préétablis d'efficacité de l'essai, qui étaient une différence de 3, n'étaient pas communiqués. Donc c'est une escroquerie intellectuelle, oui, on est d'accord. Et ce n'est pas préspécifié. Donc non seulement il n'y a aucun produit qui a montré son intérêt, pour être clair, on a très peu d'essais contre placebo, un seul. Après, on a des essais comparatifs entre eux qui sont de qualité méthodologique extrêmement médiocre. Et donc sur une pathologie aussi fréquente, on n'a rien. Rien de rien. Et on doit aider les femmes. Il faut trouver une solution. Et c'est notre difficulté. Et donc, on va vous proposer un algorithme, mais vous comprenez bien que cet algorithme est proposé sur rien. Où le principal, c'est utilisons le produit qui a le moins d'effets secondaires. Plus exactement. Ok, on enchaîne. Donc, Audrey Tranchant, qui vient nous parler avec Louisa, vous faites un duo, qui viennent nous parler de l'accompagnement des femmes qui présentent une hyper-MS gravidique. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, l'accompagnement des femmes atteintes d'hyper-MS gravidique. En introduction, est-ce qu'on peut trouver un lien de causalité entre souffrance psychologique et nausées, vomissements gravidiques et hyper-MS gravidique? La théorie d'une étiologie psychologique aux nausées, vomissements gravidiques et à l'hyper-MS gravidique n'est pas corroborée par les données de la littérature, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En effet, les travaux concluant à une étiologie psychologique ne sont souvent pas scientifiquement fiables. Il y a une très faible taille des échantillons, une absence de prise en compte de biais confondants.
Cependant, les grossesses avec hyperémèse gravidique sont plus susceptibles d'entraîner des symptômes de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression. Pour exemple, l'article de Fejo et Hall qui ont colligé ces données dans une revue de la littérature en 2012 et qui ont conclu qu'il n'y a aucune preuve d'étiologie psychosomatique ni aucune preuve en faveur d'une association entre HG et des traits caractéristiques de la personnalité. Néanmoins, on peut observer une altération de la qualité de vie personnelle comme professionnelle et évidemment des conséquences psychologiques et psychiatriques comme du stress, des troubles anxio-dépressifs, un état de stress post-traumatique et des idées suicidaires durant la grossesse qui peuvent se poursuivre dans le post-partum. Notamment, la sévérité des symptômes peut parfois amener certaines femmes à envisager une interruption volontaire de grossesse ou les amener, comme on l'a vu précédemment, à renoncer à une grossesse ultérieure. Il est proposé aussi de ne pas mettre à l'isolement, mise dans le noir, confiscation du téléphone portable ou interdiction de visite les patientes hospitalisées pour hyperémèse gravidique en raison de l'absence de données suggérant une quelconque efficacité de cette mesure et de possibles effets psychologiques délétères. Donc, bonjour à tous, je suis Audrey Tranchant de l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique. Je vais donc poursuivre. Donc, une étude turque a comparé prospectivement 78 femmes enceintes souffrant d'HG à 82 femmes enceintes sans HG. Cette étude est basée sur des entretiens et des critères manuels diagnostiques et statistiques des troubles mentaux. Les résultats ont indiqué que la détresse psychologique était plus importante chez les femmes souffrant d'hyperémèse gravidique, ce qui suggère qu'elle en est plutôt une conséquence. Il est proposé d'offrir la possibilité d'un soutien psychologique à toutes les femmes et les patientes atteintes d'hyperémèse gravidique en raison de l'impact négatif de cette pathologie sur leur bien-être psychique. Pour exemple, les auteurs d'une étude rétrospective multicentrique française de 2009, incluant 130 femmes hospitalisées avant la 22e semaine aménorrhée, observent des complications au niveau psychique, telles que des troubles de l'humeur, chez les femmes souffrant d'hyperémèse gravidique. L'auteur souligne l'importance de proposer un soutien psychologique. Il est donc proposé d'informer les femmes souffrant d'hyperémèse gravidique de l'existence d'associations de patientes investies dans l'accompagnement de ces femmes et de leur entourage. Une revue de la littérature de 2018 qualitative avait pour objectif de comprendre l'association entre l'hyperémèse gravidique et la morbidité psychologique et a inclus 9 publications. 4 thèmes principaux et 2 sous-thèmes ont émergé concernant l'impact d'une hyperémèse sur la santé mentale des femmes. Donc on y constate l'isolement social, l'incapacité à prendre soin de soi et des autres, des effets négatifs sur le plan psychologique, dépression, anxiété, culpabilité et perte de confiance en soi, un sentiment de mourir, des idées suicidaires ou de résiliation. L'ensemble de ces éléments ont amené les auteurs à souligner l'importance de soutenir ces femmes, de les aider à exprimer leur souffrance, la reconnaître et les orienter, si nécessaire, vers des professionnels de la santé mentale ou des réseaux de soutien. Ceci est aussi souligné par plusieurs études qualitatives françaises, hollandaises ou norvégiennes qui mettent aussi en évidence l'importance de prendre au sérieux les femmes souffrant d'hyperémèse gravidique. En conclusion, les conséquences psychologiques et psychiatriques de l'hyperémèse gravidique pouvant être sévères, le groupe d'experts a décidé d'encourager le soutien psychologique de ces patientes. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est très clair. Pas de questions. Mais l'isolement dans le noir. Oui. Pendant
des années, on a parlé de l'hospitalisation. Pourquoi l'hospitalisation arrange l'hyperémèse gravidique, en tout cas de façon provisoire. Généralement, les patientes sont hospitalisées, restent 24-48 heures, sortent, au bout de 10 jours, elles reviennent pour la même symptomatologie et sont réhospitalisées. Il a été évoqué une histoire d'extraction au milieu social. Allez voir votre maman, changer de coin, je ne sais pas, partez en vacances un peu, peut-être que ça ira mieux. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Est-ce que ça a été évalué? L'extraction au milieu social, on dit, voilà. Il n'y a pas eu d'études spécifiquement là-dessus, mais néanmoins ça rejoint la question de l'isolement, c'est-à-dire que le fait d'imposer aux femmes, il faut différencier le conseil et imposer. Mais imposer aux femmes, en tout cas une extraction sociale, ça c'est délétère. Le conseiller... Non, pendant l'hospitalisation, le fait de les extraire à leur milieu social... C'est-à-dire l'interdiction des visites. Pas du tout. Non, pas du tout. Le fait de sortir de chez elles. Pour répondre à votre question, il n'a pas été démontré que l'hospitalisation améliorait la santé. D'accord ? On propose une hospitalisation dans certaines situations, mais il n'est pas démontré, il n'y a pas d'études qui montraient hospitalisation versus pas hospitalisation, et non seulement la santé, mais surtout les symptômes, c'est-à-dire le ressenti, le vécu des femmes sur les nausées et vomissements. Donc ça, il n'y a pas de démonstration. Et après, sur l'extraction, effectivement, d'un milieu considéré hostile ou autre, ou en tout cas différent du milieu initial, en fait, cet isolement est une extrapolation de l'ancienneté, parce que je ne suis pas psychiatre et je n'irai pas sur ce terrain-là, de la prise en charge des troubles alimentaires, en particulier de l'anorexie, qui était faite chez jeunes filles et chez jeunes femmes. Mais qui est toujours faite. Alors ça, moi, je ne suis pas psychiatre et je n'irai pas sur la pertinence ou pas de cette prise en charge, et qui était apparentée à des troubles alimentaires, en fait. Mais en fait, dans la littérature, il n'y a rien, et très probablement que cette prise en charge, en fait, qui était autrefois proposée, et qui était... quand j'étais jeune interne, qu'on appliquait, eh bien, il est probablement plus, encore une fois, on suppose qu'il est probablement beaucoup plus délétère que pertinente. Mais après, au niveau du quotidien clinique, il y a certaines femmes qui, évidemment, évoquent la question de la difficulté à supporter des odeurs, par exemple, et pour qui c'est une pause aussi, à un moment donné, d'être extraite, comme ça, d'aller dans un endroit différent, où il n'y a pas toutes ces odeurs, tout ce quotidien où on doit nourrir les enfants, etc., qui est imposé à elles, et ça peut leur faire les apaiser. Voilà. C'est du répit. Pour finir sur le retour, en tout cas, nous, des patientes qu'on peut avoir sur nos réseaux de soutien, le fait d'être hospitalisé, déjà, il y a l'acquiescement, on va dire, de leur souffrance, qui va permettre de les améliorer au niveau du moral. Mais aussi, il y a le fait d'être suivi, d'être réhydraté. Et vraiment, clairement, c'est en premier l'hydratation, et c'est vrai que c'est ça qui joue un maximum. Et malheureusement, derrière, oui, il y a des rechutes quand elles rentrent à domicile. Après, honnêtement, par rapport au psychologique, je ne pense pas que les rechutes soient liées réellement au côté d'être à domicile, mais vraiment au fait de l'arrêt du traitement, on va dire, entre les deux. Mais on verra, il y a vraiment une réelle nécessité de développer aussi la question de l'hospitalisation à domicile. Donc ça, on va l'aborder par la suite. Monsieur. Moi j'ai une question, je pense qu'il n'y a aucune étude là-dessus, c'est par rapport au discours, justement, par rapport à ce qu'on voit qui a changé, de l'isolement et tout ça. Moi, dans mon discours, ça a beaucoup évolué, j'essaie de ne pas leur vendre du rêve. On voit qu'on a des traitements qui ne marchent pas, on les accompagne, ça c'est très important, mais je ne leur dis pas, je vais vous donner un traitement, ça va s'arrêter, parce que ça va pas... Le discours, c'est ça va passer, ça va pas passer tout de suite, on va essayer d'atténuer et de vous soulager, mais voilà, il y a une sorte de tunnel à passer, on peut vous accompagner, des associations, les professionnels, vous hospitaliser si besoin, mais je pense que le discours, ça va passer tout de suite, parce qu'on a envie de s'en débarrasser, c'est pas vrai. Et alors je sais pas, vous, le retour des associations par rapport... Je ne sais pas si cette attitude est bonne de dire, voilà, c'est une période difficile, il va falloir la passer, on va vous soutenir, mais voilà, on n'a pas de truc merveilleux. Non, en fait, je pense que l'honnêteté, vraiment, c'est la première chose. Donc, leur expliquer déjà ce qu'elles ont. Essayer de leur expliquer un maximum le pourquoi, même si on sait que c'est flou, on sait qu'il n'y a pas de données dans la littérature, etc., pertinentes malgré les études américaines, mais vraiment les rassurer, essayer de les rassurer, de les écouter. Voilà, c'est vraiment
le maximum en fait qui peut être fait, en tout cas au départ, sur une première consultation pour une femme qui vient pour des nausées et vomissements gravidiques. Et puis d'ailleurs, la réalité, c'est pas forcément qu'il y a un tunnel qu'on va devoir forcément passer. Il y a des surprises aussi, la réalité, et ça on peut leur dire aussi, c'est qu'on ne sait pas. Et qu'on peut être surpris qu'un traitement fonctionne, on peut être surpris que du jour au lendemain ça se calme, on ne sait pas. Oui, c'est vrai, il y en a qui, à 9 semaines, ça s'arrête. Ben oui, même voilà, si la plupart, ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà. Leur dire simplement. C'est pas une fatalité que ça dure quelque temps, on ne sait pas. Oui, à gauche. Et puis à droite. Attendez, monsieur, d'abord madame. Merci. Bonjour. C'est une question plutôt médicamenteuse. Souvent, quand elles sont hospitalisées, on leur met aussi un traitement parce qu'elles ont souvent un peu d'hématémèse et du Gaviscon et du Mopral, enfin oméprazole si vous voulez parler en DCI. Et je voulais savoir si vous l'aviez évalué. Alors, non. Ça n'existe pas dans la littérature et voilà. Et je ne suis pas bien sûr que ça serve à quelque chose puisque c'est pas une hématémèse dans la définition pure, c'est une irritation de la gorge liée au vomissement. Donc, je pense que si vous leur donniez rien du tout, ce serait exactement la même chose, quoi. Et en tout cas, il n'y a pas de papier là-dessus. Non, puis il n'y a pas de pathologie, surtout. Il y en a certaines qui ont des choses à la fibroscopie quand on va jusqu'à la fibroscopie, parfois. Oui, mais il n'y a pas de... Déjà, vous voyez la faiblesse, malheureusement, de la littérature sur le sujet. Et sur la question, est-ce que un antiémétique plus Gaviscon ou protecteur gastrique versus antiémétique seul, et est-ce qu'il y a une amélioration? On n'a pas ce type de littérature, de papier, donc on ne peut pas répondre à votre question. Après, ça fait partie de la liberté de chaque équipe de se dire au cas par cas, je rajoute ou pas un protecteur gastrique. Oui, monsieur. Juste à propos du traitement qu'on va donner, je pense que c'est important aussi de ne pas toujours dire ça ne marche pas, ça ne va pas apporter de bénéfices. Parce que lorsqu'on voit dans l'étude au niveau de l'amélioration du score, on voit que le placebo marche par exemple à 2,5 et avec le traitement c'est 3,5. Donc il ne faut pas aussi enlever ce côté placebo qui peut marcher lorsqu'on leur dit que ça ne va pas marcher. On ne l'enlève pas et c'est l'objet de la présentation là, de Thomas qui va vous présenter l'algorithme qu'on propose, y compris avec des techniques non médicamenteuses et médicamenteuses dont on vient de vous dire que dans la littérature, les peu de papier, ça ne fonctionne pas, mais qu'il faut quand même proposer parce que pour l'effet placebo et pour le fait de proposer quand même quelque chose à ces femmes. Voilà, donc c'est l'objet de la présentation de Thomas là. Et après, il est important juste d'informer, de savoir ce qu'on fait. Voilà. Après, la façon dont on explique la thérapeutique à la patiente, ça peut être tout à fait expliqué, comme on l'a dit tout à l'heure, en disant qu'on n'a pas de données infirmant l'efficacité. Et puis, c'est difficile de dire c'est grâce à l'effet placebo que ça a changé. Ça peut être tout simplement l'évolution naturelle, parce que l'évolution naturelle, c'est que chez une majorité de patientes, ça va baisser de façon naturelle, même si elles prennent rien et aucun placebo. Merci Audrey, merci Louisa. Thomas? On a fait arrêter la clim en même temps, je ne sais pas si... Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a moins de bruit aussi. Donc on a moins froid, il y a moins de bruit. Merci. Donc bonjour, ça va être très bref, puisqu'on a déjà tout dit. Je vais synthétiser en 2 diapositives ce qui vous a été dit jusqu'à présent. Donc qu'est-ce qu'on fait devant des nausées et des vomissements gravidiques? Bien, d'abord évaluer la gravité et ça va nous permettre de décider ou pas d'une hospitalisation. Donc qu'est-ce qui fait partie du bilan de la gravité? C'est la prise de poids, l'évaluation de l'hydratation et la mesure du score de PUC. En cas de perte de poids inférieure à 5% et une hydratation normale et un score de PUC inférieur ou égal à 6, eh bien, on est devant une situation de nausées et vomissements gravidiques non compliquée, et donc c'est une prise en charge qui sera ambulatoire. Lorsqu'on a une perte de poids qui est supérieure ou égale à 5%, ou qu'on a des signes de déshydratation, ou qu'on a un score de PUC supérieur ou égal à 7, on est dans la situation d'une hyperémèse gravidique, et dans ces cas-là, il faut faire un bilan biologique qui comprendra l'ionogramme sanguin, la créatinémie et une bandelette urinaire. Et en fonction de ce bilan sanguin et de l'importance des signes de déshydratation, de la perte de poids et du score de PUC, on va décider ou non d'une hospitalisation. En cas de perte de poids comprise entre 5 et 10% et une hydratation normale et un score de PUC entre 7 et 12 et une kaliémie supérieure à 3 et une natrémie supérieure à 120 et une créatinémie supérieure inférieure ou égale à 100, eh bien on est dans une situation
de nausées et vomissements gravidiques avec hyperémèse gravidique modérée, et la prise en charge sera en première intention ambulatoire. Et c'est dans les cas où on a une perte de poids supérieure à 10%, ou une hydratation, ou un PUC supérieur à 13, ou une calémie inférieure à 3, ou une natrémie inférieure à 120, ou une créatinémie supérieure à 100, que là, on va hospitaliser la patiente et qu'on considère qu'on est dans une hyperémèse gravidique sévère. Donc, on reprend les trois situations, et qu'est-ce qu'on va proposer donc maintenant comme traitement pour en ambulatoire pour les nausées et vomissements gravidiques non compliqués, et pour l'hyperémèse gravidique sans signe de gravité, c'est ambulatoire, et qu'est-ce qu'on va proposer en hospitalisation pour l'hyperémèse gravidique avec des signes de gravité. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en première intention, en ambulatoire, et si c'est vraiment la première prescription, on peut être amené à proposer du gingembre, de la doxylamine, c'est-à-dire de Normil, la doxylamine plus la pyridoxine, le Cariban, ou du diménhydrate, le Nosicalm. Aucune de ces prises en charge médicamenteuses n'ont prouvé une efficacité versus un placebo, mais on sait que ça n'a pas d'effet secondaire, ou quasiment pas, et donc on peut le proposer si on est dans une situation sans signe de gravité, avec un score de PUC faible. On ne peut pas proposer ça quand les scores de PUC sont plus importants. Si ça ne marche pas, et donc il est important d'essayer de réévaluer les patientes, et là on ne va pas rappeler les patientes pour dire est-ce que ça va bien madame, vos nausées et vomissements ont-ils cessé? Non, on leur dit, quand on les laisse repartir, si ça ne va pas dans 72 heures, revenez nous voir, et donc si ça ne va pas dans 72 heures, c'est le moment de proposer du méthoclopramide, le Primperan. Et puis si ça ne va toujours pas, et donc on leur redit on leur refait le même discours, si ça ne va pas dans 3 jours, revenez me voir. On va passer au traitement de troisième intention, la chlorpromazine, le Largactil, le prométhazine, le Phénergan, et la méthopimazine, le Vogalène. En cas d'hyperémèse gravidique sans signe de gravité, eh bien on chinte le gingembre, et puis on peut proposer éventuellement la doxylamine ou le Cariban ou le Nosicalm, mais à ce moment-là, on ne va pas attendre 72 heures pour refaire le point, parce que là, on est dans une situation plus grave depuis le départ, et on la réévalue au bout de 24-48 heures. On lui demande de reconsulter si vraiment ça ne va pas au bout de 24 heures, de revenir tout de suite, et on propose le méthoclopramide, le Primperan en deuxième intention. Et en troisième intention, c'est le même médicament que ceux proposés précédemment. Si on doit hospitaliser la patiente, on peut proposer du méthoclopramide IV si ça n'a pas été fait Péros précédemment, non testé. Et puis en deuxième intention, c'est la place de l'ondansetron par voie intraveineuse, mais après 12 semaines, puisqu'on vous a expliqué qu'il y avait une augmentation très faible, mais qui existe des risques de malformation avec l'ondansetron, et vu l'augmentation très faible des risques, de 3 pour 10 000, on peut éventuellement le proposer avant 12 semaines, mais à ce moment-là, il faut informer la patiente de cette possibilité d'augmentation des risques. Ou bien on peut proposer la chlorpromazine, le Largactil, ou le prométhazine IV avant 12 semaines, le Phénergan. Et puis on a mis ça vraiment en pointillé, aucun de nous n'a jamais utilisé cette molécule, il y a des effets secondaires importants, vu l'absence totale de bénéfices démontrés avec cette drogue, même si certains l'utilisent, et si c'est rapporté dans les recommandations internationales, et toujours en dernière intention, on a mis les corticoïdes là au cas où les gens seraient désespérés, ne sauraient plus quoi proposer, mais dans notre pratique clinique quotidienne, ça n'est jamais arrivé qu'on l'utilise. Évidemment, si on est devant une situation de nausée et vomissements gravidiques non compliquée, mais qu'on arrive à une troisième ligne de traitement et qu'on n'arrive toujours pas à obtenir une efficacité, eh bien, il faut proposer une hospitalisation. Et de la même manière, en cas d'hyperémèse gravidique dans lequel on est déjà dans la troisième ligne de traitement, si on n'a pas d'efficacité, il va falloir proposer une hospitalisation pour essayer de soulager la patiente par une prise en charge intraveineuse et peut-être effectivement une délocalisation par rapport au milieu habituel. Dans tous les cas, en tout cas, on a considéré qu'il fallait proposer aux femmes, lorsqu'elles avaient une hyperémèse gravidique, un soutien psychologique. Donc, en hospitalisation, c'est assez facile, puisqu'il y a des psychologues qui sont là dans les services maintenant, quasiment systématiquement. Et donc, c'est très facile de dire, madame, est-ce que vous souhaiteriez rencontrer le psychologue, ou est-ce que vous vivez des difficiles, ça va peut-être vous aider. Et la psychologue est là tout de suite. Pour les femmes qui sont en ambulatoire, c'est plus difficile à mettre en place, mais c'est à proposer. Et bien sûr, également pour ces femmes avec une hyperémèse gravidique, qu'elles soient sans signe de gravité ou avec signe de gravité, proposer de le mettre en relation avec les associations de patientes. On voulait aussi rappeler qu'il ne faut pas oublier, évidemment, la vitamine B1 quand on est en hospitalisation.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc vous voyez que ça reprend complètement ce que vous avez dit depuis le début. 3 situations de gravité progressive et des médicaments utilisés toujours du moins toxique aux effets secondaires les moins importants aux effets secondaires les plus importants du fait de l'absence de démonstration d'une drogue plus efficace qu'une autre. Voilà, je vous remercie. Merci Thomas. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vient de vous dire Thomas? Oui, monsieur. Le CNGOF nous a écrit en octobre 2019 pour nous rappeler la NSM qui nous expliquait que le Zofran était contre-indiqué en France dans les vomissements gravidiques. Oui. Donc je ne tiens pas compte de... Non. D'accord. En fait, le surrisque probable, il est de 3 sur 10 000 de malformations, en particulier les données qu'on a présentées là, qu'a présenté Guillaume, je crois, sont postérieures à 2019. Elles sont postérieures à 2019. La deuxième chose, c'est que, en fait, vous voyez que le surrisque est extrêmement faible. Je vous rappelle que l'incidence et la prévalence des malformations, c'est 2%, donc 3 sur 10 000. Et donc, en fait, c'est une question, on n'a pas dit qu'il fallait prescrire systématiquement. Vous avez vu à quel moment ça arrive, et on a dit qu'il fallait discuter avec la patiente. C'est-à-dire qu'on dit à la patiente, voilà, sur les données actuelles qu'on a, on pense que ce produit peut augmenter par 3 sur 10 000 le risque de malformation, et quel type de malformation? La biopalatine essentiellement, pas que. Voilà. On peut vous proposer cette thérapeutique si vous êtes en grande difficulté. Oui, non. Alors, il y a une question tout au fond, et puis une question après à côté du pilier. Sur le CRAT, il est noté pour le long densitron, pas avant 10 semaines d'aménorrhée. Oui, c'est pour cette raison-là. Et là, vous aviez marqué sur la diapo 12. Oui, on a mis 12, oui. On a pris le premier trimestre, quoi. Voilà. On peut fignoler, effectivement, et regarder la fermeture du palais. À 10 semaines, c'est terminé, effectivement. Bon, les études, c'est plutôt à 12 semaines que c'est rapporté. C'est sûr que là aussi, ça peut être discuté avec la patiente. Certaines vont dire, j'attends une semaine, j'attends 15 jours, parce que je veux encore plus diminuer les risques. Et plus on l'a introduit tardivement, plus le risque est faible. Mais on voulait rassurer, et c'est pour ça qu'on donne ce risque. Il est là aussi parce que si on met un risque relatif, une augmentation de risque relatif, tout de suite, ça fait peur. Donc c'est pour ça qu'on a bien calculé, qu'on a bien écrit dans le texte qui sera diffusé, que c'est l'augmentation possible est de 3 sur 10 000. Présenté comme ça, parce que les chiffres, ça dépend comment on les présente. 3 comme ça, présenté comme ça, c'est plus rassurant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, c'est pas un problème, et qu'au premier trimestre, il y a un surrisque epsilon, et qu'il faut en parler avec les femmes, c'est tout. Il y avait monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur? Je me permets, j'ai une question. Est-ce qu'il y a encore un intérêt de laisser les patientes à jeun ou c'est plus d'actualité? C'est comme on l'a dit sur la prise alimentaire, la règle génétique. Si elle arrive et qu'elle est avec des nausées maximales et qu'elle vomit avec un score de PUC supérieur à 13, je pense que ce n'est pas le moment de lui proposer de manger quoi que ce soit. Une fois qu'elle sera calmée, qu'elle n'aura plus de nausées, on lui dira, madame, comment vous vous sentez, ça va mieux, est-ce que vous voulez manger quelque chose? Lui proposer d'introduire l'alimentation. Donc oui, au départ, elle est à jeun, mais elle est forcée par ses symptômes, de toute façon. On ne va pas lui amener son plateau repas si elle est la tête dans la bassine, quoi. Monsieur? Oui. Merci. C'est par rapport au méthoclopramide. En voie intraveineuse, nous avons noté qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires. Je ne sais pas ce que vous en dites. Parce que là, il n'est pas précisé quelle est la voie d'administration. C'est ce qu'a présenté aussi Guillaume Ducard, mais il y a des effets secondaires des neuroleptiques qui peuvent, dans certaines séries, être assez importants. Donc oui, il faut faire attention. Enfin, surtout, c'est l'utilisation très prolongée de ces drogues qui est embêtante. Il n'y a pas de différence d'effets secondaires, je ne crois pas, en tout cas, entre la voie d'administration. Tu me confirmes, Guillaume? Docteur Madar? Oui, merci beaucoup. J'avais juste une question ou remarque, la place de la réhydratation et du glucosé, parce que j'ai l'impression dans l'expérience que c'est le fait de produire des cétones qui aggrave un cercle vicieux et qui aggrave les nausées et vomissements, et que casser ce cycle en apportant du sucre et quand effectivement les patientes
ne peuvent plus en avoir pérose parce que ça leur apporte des nausées, d'en avoir IV qui permet, plutôt que l'hospitalisation en fait, qui permet d'améliorer les symptômes qu'on retrouve en pratique quand la remarque de monsieur d'hospitaliser les gens, on a l'impression que ça améliore les choses. Parfois en fait c'est parce que quand elles sont hospitalisées, elles sont réhydratées et elles ont un apport de sucre IV et que en fait c'est plutôt ça que l'hospitalisation qui a permis d'améliorer les symptômes. Et Philippe de Ruel disait tout à l'heure que lui il propose une perfusion sous-cute à domicile ou en tout cas peut-être intraveineuse à domicile. Donc est-ce qu'il y a une place dans l'algorithme à... Alors, on n'a pas mis de... C'est très compliqué, donc on peut faire des choses... Si, bien sûr, on est entouré d'une structure, d'un réseau de soins qui est hyper performant, avec des interactions avec les médecins généralistes ou les infirmières en ville qui est très fonctionnel, bien sûr, on peut éventuellement proposer ce genre de prise en charge. Après, lorsqu'on est dans la mégapole et qu'il y a des hôpitaux partout, c'est peut-être plus simple d'aller à l'hôpital, en région, là où il y a des grandes distances, c'est peut-être mieux d'organiser les choses comme ça. Et vous allez voir, c'est un peu ce qui est proposé pour au décours d'utilisation. Ah d'accord, ok, merci beaucoup. Et l'hospitalisation à domicile, on ne l'a pas mise, là aussi dans le texte on n'a pas parlé de tout, on ne l'a pas mise en première intention, mais comme il y a un risque de récidive et il est nécessaire d'avoir un accompagnement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être tout à fait discuté à distance et en fonction de la sévérité des récidives et de la maladie, pour éviter effectivement des allers-retours tous les 4-5 jours de 48-72 heures dans la structure hospitalière. On ne l'a pas mis non plus là, mais c'est marqué dans le texte long. Évidemment, tous les critères d'hospitalisation qui sont figurés là ne sont pas des critères stricts. Si la patiente vit les choses très très mal et qu'elle pense, et si on lui propose, et si vous pensez que vous préfériez être hospitalisé, qu'elle vous dit oui, ça m'arrange, ben oui, il faut le faire. S'il n'y a que 8% de perte de poids et une calémie à 3,1 et qu'elle a un score de PUC à 12 ou 11, on peut lui proposer une hospitalisation. Hein. Je crois qu'on est un peu en retard, donc on va y aller. C'est toi qui, Philippe ? Pardon, oui, bien sûr, puisqu'on est sur le retour à domicile. Je ne comprenais pas pourquoi on ne l'aborde pas. Excuse-moi, Philippe. Non, je t'en prie. Il n'y avait pas grand-chose, donc ça va aller assez vite. Et je le présente au nom de Danick Jarnoux, qui ne pouvait pas être avec nous, dont j'ai mis la photo, qui est médecin généraliste et qui nous a aidés sur cette question. Donc l'objectif, c'est d'éviter les récidives. On sait qu'après une hospitalisation pour hyperémèse, il va y avoir 50% de récidives précoces lors du retour à domicile avec réhospitalisation fréquente, et c'est pour ça qu'on propose une prise en charge dès la sortie pour éviter ces récidives. Ce qu'on a proposé, c'est d'organiser la prise en charge des patientes avec HG autour d'un médecin référent lors de leur retour à domicile après hospitalisation. C'est coordination par un médecin référent qui peut être faite par un médecin traitant, un gynécologue de ville ou un hospitalier. Les lecteurs, certains, et en particulier des sages-femmes, se sont posé la question que ce soit une sage-femme. On n'est pas forcément complètement opposé à cette idée, mais néanmoins il s'agit d'une pathologie, chacun son rôle, là on est plutôt sur de la pathologie, les sages-femmes prenant plus en charge la physiologie. Donc on peut mettre en place un traitement à domicile et si besoin une réhydratation par perfusion, ça c'est quelque chose dont on voit que les médecins ont l'habitude et ils travaillent avec une infirmière qui va également faire une surveillance clinique et qui va leur donner les informations et qui peut leur adresser à nouveau la patiente s'il y a de nouvelles, un échec, et ensuite le médecin pourra renvoyer la patiente vers l'hôpital à nouveau si c'est nécessaire. Mais on s'aperçoit que souvent, ces structures de réhydratation à domicile, quand on commence à en avoir un petit peu l'expérience, au début ça peut être un peu déstabilisant, mais finalement ça marche pas si mal. Les outils du suivi sont toujours les mêmes, le poids, la tension artérielle, l'état de déshydratation, le score de PUC et éventuellement la biologie si besoin. Et là on voit bien qu'en discutant avec Annick, les liens ville-hôpital, ce qu'ils sont capables de faire en ville est parfois très impressionnant. Et en cas de dégradation clinique, comme je vous le disais, l'infirmier va contacter le médecin référent et puis peut agir très rapidement. Voilà. Merci Philippe. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que la sage-femme peut être une accompagnatrice de cette prise en charge, mais elle va être vite limitée, par exemple, pour la prescription pour l'infirmière. La semaine dernière, une sage-femme m'a dit « Ben oui, mais moi je ne peux pas prescrire. » Exactement, elle ne peut pas.
Donc ça limite énormément les choses. Et juste, France me faisait une remarque tout à l'heure en me disant, ou c'était Audrey, je ne sais plus, faire attention, hein, l'hyper-MS, ça ne s'arrête pas au premier trimestre chez certaines femmes. Et donc l'association nous fait remonter des infos disant que des femmes, on leur arrête le traitement à la fin du premier trimestre, puis elles sont encore malades. Mais on peut poursuivre une hyper-MS et on peut poursuivre un traitement pour hyper-MS tout au long de la grossesse. Hein, ça peut parfois être nécessaire. S'il n'y a pas de questions, j'en profite pour remercier, on ne l'a pas fait, Thomas, Marie-Victoire et Loïc pour leur accompagnement méthodologique, leur grande expertise et merci d'avoir permis cette CFE qui nous tenait vraiment à cœur. C'était un plaisir. Allez. Alors, on m'a demandé de conclure. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'après le topo de Thomas, finalement, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais puisqu'on doit conclure, la première chose, c'est vraiment, moi je suis un petit peu effaré, on le savait bien, c'est aussi pour ça qu'on s'était posé la question de la méthodologie, de comment faire ce travail, parce que finalement, on a vraiment très très peu de données, et c'est un champ qui n'a pas du tout été investi par la recherche. Je pense qu'il est important que médecins, soignants, chercheurs, qu'on s'intéresse à cette pathologie et qu'on essaye de trouver des solutions et apporter de la preuve pour essayer de mieux prendre en charge les patientes, parce que c'est vraiment un sujet qui est sous-étudié et mal étudié, et donc il faut absolument qu'on puisse se mobiliser autour de cette pathologie. Et comme vous voyez, la fréquence qui a été rappelée ce matin par Philippe et la nécessité d'hospitalisation, c'est une telle fréquence avec si peu d'études, c'est quand même un problème, c'est un vrai trou dans la recherche actuelle. Donc la définition, c'est des nausées et vomissements gravidiques, c'est des nausées et vomissements qui débutent au premier trimestre de la grossesse, en l'absence d'autres étiologies, et quand c'est non compliqué, perte de poids inférieure à 5%, pas de signe clinique de déshydratation, et le fameux score de PUC, où j'espère que dans tous les services, maintenant, il va y avoir une feuille d'évaluation à l'aide de score de PUC, qui permet un peu d'organiser la prise en charge. Et pas de bilan, sauf une échographie obstétricale. Et puis on rentre dans l'hyper-MS gravidique, si vous êtes, à l'inverse, avec une perte de poids supérieure à 5%, des signes cliniques de déshydratation, un score de PUC supérieur à 7, et le bilan en première intention, si vous êtes sur l'hyper-MS gravidique, c'est un bilan essentiellement finalement électrolytique, natrémie, créatinémie, puis bandelette urinaire complète, et puis en seconde, kaliémie, et en deuxième intention, si échec après traitement, là il y a un bilan hépatique avec transaminase, lymase, échographie abdominale, NFS, CRP, TSH, T4, pour le diagnostic différentiel. Les critères d'hospitalisation, on vous a dit, c'est au moins des critères suivants, que je ne vais pas vous les rappeler. Donc, perte de poids supérieure à 10%, en particulier le score de PUC supérieur ou égal à 13. Évidemment, si la kaliémie et la natrémie sont pathologiques. Et ce qui est important, c'est que c'est une orientation. Il n'y a rien qui démontre que c'est pertinent dans un sens comme dans un autre. Et donc, les critères ne doivent pas être interprétés de façon stricte. Et que l'association de plusieurs anomalies biologiques qui ne franchissent pas les seuils présentés peut conduire à une hospitalisation, tout comme la nécessité d'une demande maternelle. La prise en charge, donc arrêter les vitamines, et en particulier la supplémentation en fer, adapter librement le régime alimentaire et le mode de vie en fonction des symptômes, c'est-à-dire qu'il faut laisser la liberté aux femmes en fonction de leur propre évaluation et leur propre jugement, pas d'aromathérapie, et en l'absence de preuves, si PUC inférieur à 6, eh bien on peut utiliser pour essayer de passer un cap, aider, sans forcément que ça soit démontré, gingembre, pyridoxine, acupuncture, électrostimulation. Sur le traitement pharmacologique, comme on en a bien parlé, je ne vais pas revenir, d'abord la sécurité avant tout, puisqu'on ne connaît pas l'efficacité et qu'on a très très peu d'études sur le sujet et d'études en plus pertinentes sur le plan méthodologique et sur le plan clinique. Et important, c'est effectivement d'avoir des éléments de registre pour évaluer les effets secondaires. Donc il est proposé que soit toujours choisi en première, deuxième ou troisième intention les médicaments ou les associations de médicaments qui sont associés aux effets secondaires les moins sévères, les moins fréquents, et compte tenu de l'absence de supériorité d'une classe médicamenteuse par rapport à une autre pour réduire les symptômes des nausées, vomissements gravidiques ou de l'hyper-MS gravidique. Attention à l'encéphalopatite Gayet-Wernicke, supplémentation systématique en vitamine B1. Et je dois dire, par exemple, dans mon service, on fait extrêmement attention à cette problématique. On reçoit beaucoup de patientes, malheureusement, qui ont des hyper-MS gravidiques. On a eu récemment une patiente qui a une encéphalopatite Gayet-Wernicke avec une récupération uniquement partielle des symptômes. Et donc même quand on fait extrêmement attention, cela peut arriver. Et c'est quand même dramatique d'avoir des patientes qui ont des troubles neurologiques et qui ne récupèrent pas complètement sur une pathologie finalement aussi fréquente et surtout évitable. L'accompagnement des femmes atteintes d'une hyper-MS gravidique, donc pas d'isolement, soutien psychologique,
informer les patientes qu'il existe des associations de patientes qui peuvent les aider et les accompagner, et puis ne pas les laisser repartir dans la nature. On a vu la problématique des récidives, et si possible de pouvoir avoir un réseau avec un médecin référent. Donc en conclusion, produire de la qualité robuste pour prendre en charge ces patients, donc à nous de nous mobiliser autour de cette pathologie, bien accompagner ces femmes en particulier sur le plan psychologique. On espère que les différents algorithmes qui vous ont présentés, sur lesquels on a réfléchi tous ensemble, va pouvoir aider à harmoniser la prise en charge et aider la prise en charge des femmes. Et puis moi aussi, Philippe, tu vois, j'en étais sur les remerciements. Je tenais particulièrement à remercier les associations d'usagers qui ont un rôle déterminant et avec qui on a vraiment extrêmement bien travaillé sur cette situation où on avait finalement peu de niveau de preuve, mais qu'ils ont, j'ai l'impression en tout cas, permis d'aboutir à un travail qui, j'espère, aideront les praticiens et aideront les femmes. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il faut qu'on libère la salle. Donc bonne journée à tous.